Et si je vous disais qu'il existe une pilule qui vous permettrait d'avoir un mental à toute épreuve? Cette pilule, elle vous permettrait d'être en bonne santé et elle augmenterait aussi votre productivité. Elle vous aiderait à développer vos capacités cognitives. Autre avantage, elle n'est pas considérée comme un produit dopant. Elle vous permettrait de vous débarrasser de certaines addictions comme le tabac ou l'alcool et elle stimulerait votre libido. Cette pilule, elle n'a aucun effet secondaire et elle coûte une somme assez modeste. Elle est disponible partout sans ordonnance. Si cette pilule était en vente, combien est-ce que vous en prendriez? J'ai une très bonne nouvelle, cette pilule, c'est le sport. Ce que je viens de faire là, c'est que lister quelques-uns des nombreux avantages d'une pratique sportive. Pourtant, si c'est évident que bouger est bon pour la santé et que toutes les études qui ont déjà été réalisées elles montrent que le fait d'en faire permet une réduction des maladies liées à la sédentarité, comme les troubles cardiovasculaires, le diabète ou les problèmes de poids, il y a plus de 22% des Suisses, hommes et femmes confondus, qui sont inactifs, voire partiellement inactifs. Dans les chiffres qui sont fournis par l'Office fédéral de la santé publique, on lit que 42,8% des Suisses sont suffisamment actifs. Qu'est-ce que ça veut dire, suffisamment actif? Selon l'Office fédéral du sport, il faudrait pratiquer au minimum 2,5 heures d'activité d'intensité moyenne par semaine ou 1,5 heures d'activité à intensité élevée. Ça, c'est pour les chiffres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? 2,5 heures d'activité moyenne et 1,5 heures d'activité intense? Pour une intensité moyenne, c'est comme par exemple une marche rapide, faire du vélo ou encore du jardinage. Une activité à intensité élevée, ça peut être la pratique du tennis, la course à pied, du VTT ou tout autre sport qui permette de faire travailler le système vasculaire. Le marketing sportif, il n'a malheureusement pas encore trouvé la formule pour remplacer ce temps où il faut qu'on bouge. En attendant, les marques, elles rivalisent d'ingéniosité pour sortir toujours plus de nouveaux modèles de chaussures qui prendront la poussière sous les étagères ou encore cette super veste de pli vert pomme que tu as tout juste sortie de son emballage pour le ranger avec les autres vêtements de sport que tu n'as pas encore utilisés. Dans cet épisode de podcast, je te parlerai des principales sources de motivation pour t'aider à trouver celle qui te permettra de te lancer cette fois-ci durablement dans une activité sportive. On parlera de motivation extrinsèque, intrinsèque et deux autres un peu moins connues comme la motivation prosociale et la méthode push et pull, comme pousser et tirer. On abordera aussi les moyens de lutter contre la procrastination dans le sport et je te donnerai quelques astuces pour t'aider à changer durablement tes habitudes pour arrêter de voir le sport comme une corvée, mais plutôt comme un des meilleurs moments de ta journée. C'est parti! Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Parmi les excuses qu'on entend le plus souvent des personnes qui font pas de sport, j'ai classé dans l'ordre. Numéro 1, j'ai pas le temps de faire du sport à cause de mon travail. Numéro 2, j'arrive pas à me motiver pour faire du sport. Ou encore numéro 3, je déteste faire du sport. Derrière chacune de ces raisons ou excuses se cache selon moi un manque de sens dans la pratique du sport. Si on prend la première excuse, j'ai pas le temps de faire du sport à cause de mon travail. Pour moi, c'est vraiment une des pires excuses. Si je traduis, ça veut dire mon travail est plus important que ma santé. Maintenant, si on regarde ce que les gens y répondent quand on leur demande ce qui est important pour eux, par exemple sur les chiffres qu'on a pour les années 2020 et 2021, il y a toujours la santé
qui se trouve en première position. On peut se dire certes, 2020-2021, c'était des années particulières avec la pandémie, mais la santé, ça arrive toujours dans les premières priorités. Il n'y a aucun sondage qui montre que le travail, il est devant la santé. Un emploi stable, effectivement, mais le travail, pas forcément. Et pourtant, il y a certaines personnes qui voudraient se convaincre qu'elles ont une mission divine ou un devoir de dévotion totale envers leur travail. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer son travail. La deuxième excuse, j'arrive pas à me motiver pour faire du sport. Là, je trouve que c'est un peu plus honnête comme excuse. Effectivement, tout le monde n'aime pas forcément pratiquer la course à pied, le vélo, la grimpe ou le karaté. Une des raisons principales qui pourrait faire qu'on ne soit pas enthousiaste quand on pense à la prochaine séance de sport, c'est peut-être parce que l'activité qu'on pratique, elle est simplement pas faite pour nous, non ? Troisième excuse, je déteste faire du sport. Celle-là, elle est un peu plus compliquée à aborder. Certaines personnes, elles n'ont jamais pratiqué un sport dans leur vie, sauf à l'école, et encore, à cette époque-là, c'était un calvaire. Comment éprouver du plaisir dans le fait de pratiquer une activité sportive ? Ça, c'est la fameuse question que les champions du marketing n'arrivent pas à résoudre avec leurs produits aux couleurs flashy. Parce que si le fait de nous projeter en train de porter des vêtements peut être une source de motivation pour les acheter, ce sera quand même à nous de fournir l'effort pour avancer dans ces vêtements. La motivation, c'est donc ça la clé. Il y a deux types de motivation dont on parle le plus souvent, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est très souvent ce qui nous pousse à commencer une activité sportive. Elle est axée sur une récompense finale. On veut avoir le fameux bikini pour l'été, les 10 plaques de chocolat pour frimer sur la plage, ou encore éviter le jugement des autres quand on va les revoir après 10 ans suite à la fin des études. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui commence les 6 semaines de Body Sculpt Challenge en juin par exemple, la récompense finale, ça sera d'avoir un corps désirable et attirant sur les plages durant les vacances d'été. Le meilleur exemple de motivation extrinsèque que je connais, c'est le fait de s'inscrire dans une salle de fitness après les fêtes de fin d'année. La motivation de la plupart des gens, elle dure en général le temps qu'on arrête de culpabiliser d'avoir passé un réveillon généreux à tous les sens du terme. La motivation extrinsèque, elle sera efficace aussi longtemps que tu pourras te projeter sur la récompense que tu espères recevoir une fois ton objectif atteint, ou alors, parfois aussi longtemps que tu auras le spectre de la punition en cas d'échec. Parce que oui, tu peux par exemple commencer un sport après une énième alerte de ton médecin qui te dit que ce serait bien que tu bouges plus. Dans ce cas, la punition, ça serait des maladies cardiovasculaires liées à la sédentarité comme le diabète par exemple. Le gros problème avec la motivation extrinsèque, c'est qu'il y a de fortes chances qu'au premier moment de doute, ou alors quand ça sera difficile, tu choisisses d'abandonner. Dans le cas de la culpabilité pour les fêtes de fin d'année, t'imagines bien que c'est pas un argument qui sera très fort, surtout il fera pas le poids avec les appels répétés de ton canapé. Notre cerveau, il est fait comme ça. Il choisit toujours la facilité. Il va toujours nous encourager à faire le choix le plus raisonnable pour notre sécurité. Ça, c'est une très belle excuse de s'appuyer sur notre génétique. C'est pour ça que la seule motivation extrinsèque, elle ne peut pas, selon moi, être durable, elle ne suffira pas à créer une habitude qui soit durable. Par contre, elle peut être une très bonne impulsion pour commencer à bouger. La motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus robuste que la motivation extrinsèque parce qu'elle est autosuffisante. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui la contrôle. Ce type de motivation, il vient du désir personnel de s'améliorer. Dans mon cas, de devenir le meilleur trailer que j'ai jamais été, entre autres. La réflexion pour trouver sa motivation intrinsèque est plus difficile que pour la motivation extrinsèque parce que devenir le meilleur trailer que j'ai jamais été, ça peut vouloir tout et rien dire. Il y a beaucoup d'aspects à considérer là-dedans.
C'est pour ça que j'ai défini une vision. Une vision, c'est un idéal qu'on souhaite atteindre dans un horizon de temps relativement proche. Le fait de dire que je veux être le meilleur trailer que j'ai jamais été, ça permet de fixer que je veux progresser. Toujours progresser. Pour pouvoir progresser, il faut commencer par définir son niveau de base, chose que j'ai faite. J'ai participé à de nombreuses courses en étant plus ou moins préparé dans le passé. Pour moi, c'est tout à fait ok de faire un moins bon temps à une course pour laquelle je me suis préparé que la fois où je ne m'étais pas préparé. C'est ok aussi longtemps que je serai en mesure de voir que je progresse vers cet idéal. Peut-être que la fois où j'aurai fait un moins bon temps, je serai en mesure de descendre des escaliers autrement que comme un canard le lendemain de la course. J'aurai appris à gérer mon effort sur un nouveau type de parcours et pour une durée spécifique. Quand tu choisiras un sport, l'idéal c'est d'en choisir un que tu pourras pratiquer même s'il n'y a pas de récompense quand ton objectif sera atteint ou alors qu'il n'y a pas de spectre de punition aussi. C'est une raison pour laquelle j'ai choisi de prioriser le parcours qui fera de moi un meilleur athlète plutôt qu'un objectif de temps sur un parcours donné par exemple. Une sorte de motivation dont j'avais jamais vraiment entendu parler jusqu'à maintenant, c'est la motivation prosociale. Prenons l'exemple d'un homme qui se remet au sport pour pouvoir accompagner sa femme dans ses activités sportives et ainsi partager plus de temps à deux. On peut partir de l'idée que la plus grande source de motivation au départ pour cet homme, c'était d'accompagner sa femme dans ses autres activités sportives. Il avait l'envie sincère de montrer à sa femme qu'il est là pour elle, qu'il la soutient et qu'il veut passer davantage de temps avec elle. Je connais plusieurs personnes qui ont fumé plusieurs paquets de cigarettes pendant des années et qui ont arrêté du jour au lendemain. Il peut y avoir plusieurs facteurs qui les ont poussés à arrêter de fumer. Un jour, je leur demanderai d'ailleurs peut-être ce qui les a poussés dans leur décision. Imaginons qu'une de ces personnes soit le père d'une fille de 10 ans, qui lui dise qu'elle n'aime pas que son papa elle fume parce qu'elle a peur qu'il soit plus là pour la conduire à l'hôtel le jour de son mariage. Imaginons dans le même registre que la femme de ce même papa, qui n'a décidément que des défauts, lui fasse systématiquement des remarques sur le fait qu'il fume des cigarettes et sur les inconvénients que ça engendre sur sa santé et sur son entourage. À ton avis, quelle serait la source de motivation la plus durable pour ce père ? Combinée à la motivation intrinsèque, par exemple, celle de vouloir se remettre en forme, la motivation prosociale, elle peut aider à prendre des bonnes habitudes pour la vie. Il y a quelques années, je m'étais fixé comme objectif de battre mon record sur semi-marathon. Pendant 4 mois, j'ai suivi un programme d'entraînement sur mesure à la lettre. Je ne me souviens pas avoir manqué un seul de ces entraînements. À cette époque, j'étais également suivi par une nutritionniste qui m'a permis d'en apprendre plus sur les bases de la nutrition sportive. Je me rappellerai toujours cette préparation parce que j'ai commencé mon programme d'entraînement en novembre 2019 et je devais participer au semi-marathon de Zurich en avril 2020. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 2020. Quand les organisateurs d'événements, ils annulaient les carnavals les uns après les autres, je sentais bien au fond de moi qu'il y avait des chances pour que ma course, elle soit aussi annulée. À ce moment-là, ce qui s'est passé, je me suis mis des œillères et je me suis concentré sur mon programme d'entraînement. Quand le semi-confinement il a été décrété en Suisse, j'ai passé 3 semaines sans sortir de chez moi. Je pouvais plus courir, alors j'ai fait des activités en intérieur et sur ma terrasse. Comme la moitié des Suisses, j'ai commandé du matériel sur internet pour faire une salle de sport à la maison. Contrairement à ceux qui ont commandé des salles de fitness intégrales chez eux, j'avoue que pour le coup j'ai été assez modeste en commandant que des poids de 3-5 kg et puis un Swiss ball. Pendant 3 semaines, quasiment tous les jours, j'ai fait du sport. Corde à sauter, renforcement musculaire, j'ai jamais fait autant de gainage de ma vie, fentes, burpees ou encore des circuits cardio. J'ai tellement été dans l'excès
qu'à force de faire des sauts sur ma terrasse, j'ai réussi à me faire une micro-fissure au genou à cause des nombreux chocs qu'il a reçus durant ce court laps de temps. Tu peux te marrer, mais j'ai une radio pour le prouver. Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Je suis persuadé que plein de monde a fait davantage en termes de sport que moi, voire beaucoup plus. C'est en tout cas pas pour me vanter. Je citerai par exemple les allumés qui ont couru un marathon dans leur studio ou dans leur jardin. Quand je me suis fixé cet objectif de battre mon record au semi-marathon, chaque épreuve, aussi invraisemblable soit-elle, m'aura fait encore plus me concentrer sur mon objectif. Chaque difficulté augmentait ma motivation fois 1000. Cette forme de motivation, qu'on appelle pull en anglais ou tirer en français, c'est la motivation qui m'a porté jusqu'à l'atteinte de mon objectif. Pour la belle histoire, étant donné que le semi-marathon il avait effectivement été annulé cette année-là, j'ai monté une équipe qui a accepté de m'accompagner dans ma chasse au record le long du lac de Morat. Encore merci David, Christophe, Grégoire et Denis. L'histoire elle est belle parce qu'elle a démontré que quand on se focalise sur un objectif et quand on est prêt à travailler dur pour l'atteindre, tout est possible. Par contre, après mon semi-marathon, je dirais que les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Après mon record, je suis rentré dans une phase de décompression et j'ai pas réussi à enchaîner les autres préparations que j'avais prévues pour les autres courses auxquelles je devais participer pendant cet été. Le marathon de trail du Villar Ultrax, Thion-Dixence et également Sierzinal. Avec le recul, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que ces préparations étaient des échecs. Les deux principales, je dirais, c'est 1. J'ai pas pris le temps de digérer l'effort que ça m'avait demandé, cette préparation après la course, ni l'impact physique et mental que ce défi il avait eu sur moi. Ce qui fait que j'avais plus de jus pour me relancer dans une préparation tout de suite après le semi-marathon. Numéro 2, j'avais aucune raison au fond de moi qui me poussait à recommencer à faire des entraînements tôt le matin, sous la pluie ou encore des sorties longues. J'ai bêtement cru que j'allais pouvoir aligner les courses et être performant et que ma motivation, elle était devenue sans limite. La troisième, je me suis fixé des objectifs beaucoup trop ambitieux. On peut prévoir 2, 3, voire 4 pics de forme dans l'année. Je me disais naïvement que je pourrais être au top pendant 4 mois simplement parce que je l'avais fait une fois. Et attention, les 2, 3, voire 4 pics de forme dans l'année, c'est pour les tout grands champions. Dans le contexte, j'avais pas non plus considéré ma nouvelle vie de famille avec mon petit Raphaël qui venait de naître quand j'ai commencé mon programme d'entraînement. Le retour sur Terre, il a été vraiment très difficile. La motivation pull, toute seule, elle t'amènera vers un objectif spécifique, mais une fois que tu l'auras atteint, il te faudra à nouveau trouver une source de motivation pour recommencer. C'est ça qui m'a manqué pour enchaîner par la suite. Ça et de la récupération quand même. Faisons le bilan des principaux types de motivation dont je t'ai parlé aujourd'hui. Si ça peut être un bon déclencheur pour te lancer dans une activité physique, la motivation extrinsèque, elle risque de disparaître assez rapidement avec l'apparition des premières difficultés ou tout simplement quand on aura marre de participer pour la xème fois à ton cours de cuisses abdos fessiers. Le fait de t'inscrire à un cours qui a le nom des zones de ton corps que tu veux travailler, ça va que te dégoûter parce que ton cours il va se résumer à faire des exercices qui procurent pas beaucoup de plaisir. Et surtout, tu vas associer douleur avec sport, ce qui n'est pas vraiment très bon pour la motivation. Disclaimer, si faire du CAF c'est ta passion, je suis très content pour toi, oublie ce que je viens de dire, on reste bons amis. La motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus robuste à ce niveau parce qu'il n'y a que toi qui la contrôle. Elle est plus difficilement palpable que le fait de vouloir des plaques de chocolat pour l'été, mais elle sera à l'épreuve des difficultés et elle te permettra de développer des habitudes qui t'accompagneront, qui sait, toute ta vie. La motivation prosociale peut également être un bon coup de fouet pour débuter. La volonté sincère de vouloir aider quelqu'un ou lui éviter la peine que causerait notre disparition plutôt pour cause de maladie, ça peut servir de déclencheur pour qu'on se prenne en main. Tout le monde n'a pas un travail de 8h à 17h. Il y a certaines personnes qui ont des horaires irréguliers, comme celles qui travaillent dans les soins ou encore sur des lignes de production continue.
Si on rajoute une vie de famille, on pourrait être tenté de se dire qu'on n'a pas de temps pour faire du sport. J'entends beaucoup trop de gens qui disent « je peux pas faire du sport, j'ai trop de travail ». Je trouve ça ahurissant à plus d'un titre. En gros, ça veut dire que ton travail est plus important que ta santé. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, dans ma tête, c'est quelque chose que j'arrive pas à concevoir. Je te propose de poursuivre cette argumentation. Ton travail est plus important que ta santé. Ok, on continue. Ça veut dire que tu veux bien faire ton travail, parce que tu veux que ton patron il soit content de toi et qu'éventuellement il te file une promotion ou te confie le poste de chef que tu estimes mériter, en tout cas beaucoup plus que ce lèche-bot de Donald après toutes ces années de bons et loyaux services dans cette fichue boîte. Malheureusement pour toi, non seulement ton patron il voit pas tous les sacrifices que tu fais, mais en plus, il verra peut-être pas les efforts que tu fais parce que tu donneras l'impression d'être exténué, d'avoir déjà atteint tes limites. J'arrête là. Investir dans le travail t'apportera peut-être la promotion dont tu as toujours rêvé, mais à quoi bon si tu as perdu ta santé dans le processus? Un employeur, il a tout intérêt à ce que ses collaborateurs y soient en bonne santé. Le lien entre sédentarité et maladies cardiovasculaires ou le diabète, ils sont plus à démontrer. Si tu veux faire plaisir à ton patron, sois en bonne santé. En bonne santé et productif. Or, il se trouve que 25 minutes de sport par jour te ferait gagner 1 heure de productivité en plus. T'imagines? C'est comme si tu me donnais 25 francs et que je t'en redonne 60. Ça te dit? Un jour j'ai entendu, celui qui ne consacre pas de temps pour sa santé, en consacrera pour sa maladie. Je la sors à chaque fois que quelqu'un me dit maintenant qu'il n'a pas le temps de faire du sport. Et si tu ne sais pas comment faire pour trouver du temps pour t'entraîner, une analyse de ton emploi du temps s'impose. À chaque fois que j'ai mis sur papier, je sais, je suis quelqu'un d'old school, mon emploi du temps, sur une journée et une semaine, je me trouvais plein de créneaux potentiels pour faire du sport. Quand tu fais un emploi du temps idéal en général, tu mets pas le temps de scrollage inutile sur ton téléphone, ou encore, ça me fait mal de le dire parce que j'adore trop ces émissions, les replays Top Chef, Pékin Express, koh ou encore Cauchemar en cuisine. C'est fou le temps qu'on peut passer devant ces petites boîtes. J'ai beaucoup diminué mon temps de télé, parce que ce temps-là, il peut être utilisé à faire des choses qui comptent réellement pour moi, comme enregistrer cet épisode de podcast. Des choses qui me permettent de me distinguer et de chasser, me rapprocher de mes rêves. Peut-être que tu as un abonnement dans une salle de sport. Si tu as de la chance, la salle de sport, elle est pas loin de ton lieu de travail. Parce qu'un des problèmes, c'est bien le temps de déplacement aller-retour pour aller faire du sport. Une des raisons qui m'a fait choisir la course à pied comme sport au début, c'est son accessibilité. Peu importe le lieu où tu te trouves, le matériel pour faire la course à pied te suivra partout où tu iras. Si tu as une vie de famille, tu auras certainement remarqué que t'entraîner pendant les heures où toute la famille est réunie le matin, à midi ou le soir, c'est assez compliqué, pour pas dire impossible. Tu vas donc devoir faire preuve de flexibilité dans ton emploi du temps pour caser tes séances de sport. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de faire des entraînements de 1h30 pour qu'ils soient efficaces et qui t'apportent les bienfaits d'une pratique de sport régulière. Un autre frein à la pratique sportive, c'est les tâches ménagères en général. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression de vivre dans une laverie automatique. Il y a toujours des vêtements qui traînent dans une corbeille, à notre plus grand désespoir. On n'arrive pas à distinguer quand le ménage il a été fait, parce que le lendemain, il y a déjà des miettes et toute la pâte patrouille qui se promène par terre. Faisons un exercice. Prends un stylo, une feuille de papier et une calculatrice. Est-ce que tu as déjà compté le temps en moyenne que tu passes par semaine à faire le ménage, la lessive et le repassage? On va appeler ça les tâches ménagères pour la suite du calcul. J'imagine que tu sais combien tu gagnes par mois. Si tu divises ton salaire mensuel par le nombre d'heures que tu as travaillé dans ce mois, tu auras ton taux horaire. Si tu multiplies le temps total consacré aux tâches ménagères par ton taux horaire, le chiffre que tu auras sous les yeux, c'est la valeur de ton temps dépensé en tâches ménagères durant un mois. Là où je veux en venir, c'est que pour des tâches sans valeur ajoutée, tu peux par exemple faire appel à des professionnels. Le temps libéré, il peut facilement être utilisé pour faire des activités qui te procureront du plaisir et te feront du bien. Pour enfoncer encore plus le clou,
Si je reviens sur le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de faire du sport à cause de leur travail, imagine le coût pour ta santé si tu tombes malade. Combien est-ce que tu serais prêt à payer et surtout à perdre si tu tombes malade à cause de la sédentarité? Ne pas prendre de temps pour sa santé, c'est un calcul qui se révèle quand même assez hasardeux. Parce que si on tombe malade, les choses elles deviennent tout de suite plus compliquées. À quel moment est-ce que tu devrais t'entraîner? Ça, c'est une question qui est très intéressante. Certaines personnes, elles auront le choix et d'autres pas en fonction de leur horaire de travail. Si tu fais partie de la team hors de bureau, tu as trois possibilités. Te lever le matin avant tout le monde et aller faire ta séance de sport. L'avantage principal de cette solution, c'est qu'elle n'a aucun impact sur ta vie de famille, parce qu'une fois que tu as fait ton sport, tu peux passer à autre chose. Un autre avantage, c'est cette énergie supplémentaire que tu as quand tu arrives au travail, fringant et déjà prêt à tout fracasser. Tu seras nettement plus productif dès le début de ta journée. Physiologiquement parlant, le fait de faire son entraînement le matin à jeun permettrait selon des études d'éliminer encore plus de calories. Tu l'auras compris, il y a beaucoup d'avantages de faire son sport le matin. Si on regarde du côté des inconvénients, le principal inconvénient de s'entraîner le matin pour moi, c'est de devoir s'extirper de son lit le matin quand il fait nuit et hyper froid en hiver. C'est une sensation que je déteste. Même si quand je suis dehors en train de gambader sous la pluie, le froid ou la neige, je regrette jamais de m'être levé. Il faut une sacrée dose de motivation pour se lever tôt, par n'importe quel temps. Si t'as des enfants qui font pas leur nuit, ça rend l'exercice encore plus compliqué. Il y a quelques temps, j'ai décidé de me reconsacrer 9 heures par nuit à me reposer. Pas dormir, me reposer. Une des composantes essentielles, si tu veux progresser dans le sport, c'est de permettre à ton corps d'assimiler les entraînements que tu vas faire. Ça, et surtout une bonne alimentation. Mais ça, c'est pas l'objet de cet épisode. Si t'as des enfants, tu sais que c'est un peu la loterie les nuits. La seule certitude que moi j'ai actuellement, c'est l'heure à laquelle je vais me lever pour aller m'entraîner. Entre deux, il y a les réveils et les temps pour se calmer et se rendormir. Sur les 9 heures où je me dis que je suis en mode repos, peut-être que je dors finalement que 7h30. Justement, 7h30, c'est le temps de repos que je me permettais jusqu'à il y a encore quelques temps, comme ça je pouvais travailler le soir sur mes projets. J'avais effectivement l'impression d'avancer, de préparer du contenu pour alimenter les réseaux sociaux, mais par contre, j'étais pas du tout satisfait de ma qualité d'entraînement. J'avais l'impression d'être à bout de souffle et d'avoir atteint mes limites. Si ma théorie de l'heure 30 en moins la nuit à cause du réveil de mes enfants est juste, quand je me reposais à 7h30, je dormais en fait que 6 heures. Et pour quelqu'un qui a toujours été en paix avec son sommeil comme moi, ça fait vraiment pas beaucoup. Je trouve pas idéal non plus de compter sur les entraînements du matin, sauf quand la météo elle le permet, ou alors si tu te rends au travail à vélo par exemple. Si tu t'entraînes pendant la pause de midi, ce qui est mon scénario favori, c'est l'assurance d'avoir en théorie le plus de lumière et la meilleure température extérieure pendant ton entraînement. En plus de ça, tu devras certainement pas jouer les coudes pour avoir des machines disponibles à la salle de fitness si tu y vas. Le run de midi, il te donne un excellent coup de boost pour ton après-midi et ça permet vraiment d'avoir une coupure sur ta journée. Un autre avantage qu'il ne faut pas négliger, en tout cas ce qui concerne les coureurs, c'est l'image de toi que tu vas refléter auprès de tes collègues. À savoir l'image de quelqu'un qui prend soin de sa santé. Il semblerait que le regard positif des gens sur les coureurs augmente davantage la confiance en nous. Alors pourquoi s'en priver ? Comme pour l'entraînement tôt le matin, s'entraîner à midi c'est une excellente alternative si tu as une famille et que tu veux l'impacter le moins possible pendant ton sport. Un des avantages par contre, c'est le temps que ça prend. Même en étant efficace pour un entraînement, courir à midi ça me prend en tout cas 1h15 de mon temps. Et ça, c'est tout compris. Depuis le timbrage pour aller me changer au timbrage de reprise après le dîner. En fonction de tes horaires et de tes impératifs, comme peut-être amener et aller chercher les enfants à la crèche le soir, un de tes casse-têtes, ça sera de travailler suffisamment pour faire tes heures.
Bon, tu peux toujours compenser un jour où tu fais pas de sport en travaillant un peu plus. Un autre inconvénient, c'est le côté pas social envers tes collègues. Je suis quelqu'un qui adore échanger avec les collègues. La pause de midi, c'est le moment privilégié où tu décompresses et où tu parles d'autre chose que du travail. Enfin, t'essayes. Si t'es pas là parce que tu fais du sport, c'est des liens que tu devras tisser autrement. Tu peux aussi choisir de t'entraîner le soir directement après le travail. On va considérer que c'est 17 heures. L'avantage de s'entraîner après le travail, c'est qu'a priori, tu as fait tout ce que tu devais faire professionnellement dans ta journée. Ce qui veut dire que tu peux en faire autant que tu veux, en théorie. Je connais des personnes qui s'entraînent le soir quand les enfants sont couchés. Cette alternative, elle permet de profiter de la vie de famille et de faire du sport une fois que tu as l'esprit tranquille. Dans le cas de quelqu'un qui a les enfants en bas âge comme moi, s'entraîner le soir, c'est la pire de toutes les solutions. Entre aller chercher les enfants à la crèche, se bagarrer parce que finalement Raphaël veut rester dehors discuter avec son copain, se bagarrer pour mettre le pyjama, se bagarrer pour les faire manger, se bagarrer pour qu'ils se brossent les dents, et encore se bagarrer pour les mettre au lit, c'est juste pas possible. Ou alors, je vais m'entraîner très tard le soir. Et pour l'avoir tenté quelquefois, je préfère une autre activité une fois qu'ils sont couchés. Un soir, je suis allé faire des exercices de fractionné après avoir mangé et couché les enfants. L'entraînement s'est hyper bien passé. Donc, à ce niveau-là, parfait. Le problème, c'est que j'ai eu les jambes qui ont continué à travailler une grande partie de la nuit. Et peut-être que j'ai continué à digérer aussi. Un autre élément qu'il ne faut pas négliger, si tu peux t'entraîner que le soir, c'est ton alimentation. Te faire un immense gueuleton après ton entraînement, ça va justement faire travailler ton système digestif pendant que tu essaieras de dormir. Autant te dire que ta nuit ne sera pas très reposante. Attention, je connais des gens qui s'entraînent le soir et qui n'ont aucun problème digestif ou des jambes qui continuent à mouliner. C'est peut-être parce que ces personnes sont simplement habituées, mais aussi qu'elles ont également adapté leur alimentation en conséquence. Si tu n'aimes vraiment pas faire du sport, je comprends. Il y a quelques années, j'avais de la peine qu'on puisse ne pas aimer le goût de l'effort, mais effectivement la difficulté et les efforts, c'est un peu quelque chose de contre-nature pour notre espèce. Il y a quelques années, j'avais de la peine à imaginer qu'on puisse pas aimer le goût de l'effort. Mais effectivement, la difficulté et l'effort, c'est un peu quelque chose de contre-nature pour notre espèce, qui il y a quelques milliers d'années passait la plupart de son temps à lutter pour sa survie et donc à chercher le confort, quand elle cherchait pas à manger. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer faire du vélo, de la course à pied ou du fitness. Se forcer à faire un sport qu'on n'aime pas, c'est ouvrir la porte à la procrastination et à tout faire sauf du sport. Il ne faut pas imaginer le sport comme étant une activité qui doit être structurée ou faite en groupe. Les recommandations d'activité de l'OMS ou de l'Office fédéral de la santé publique, elles sont de faire 2h30 minimum d'activité à intensité moyenne ou 1h15 à intensité élevée. Une randonnée en fin de semaine pour aller griller une saucisse, c'est une activité à intensité moyenne. Si tu rajoutes 1 à 2 fois par semaine une marche ou une autre activité, eh ben t'y es déjà à ton minimum. Et si tu as vraiment des horaires super serrés, regarde comment tu peux faire pour faire peut-être une partie du trajet maison-travail à pied. Tu peux aussi prendre des escaliers à la place de l'ascenseur par exemple. Un truc qui peut te motiver, c'est d'acheter un podomètre et de compter le nombre de pas que tu fais par jour en allant travailler. Chaque semaine, tu peux te fixer des challenges d'en faire plus, de rallonger un peu le trajet jusqu'au travail. Ma seule recommandation si tu achètes un podomètre, c'est d'éviter celui qui est proposé par ton assurance maladie. Quelque chose me dit que les mouvements qu'on fait, c'est des informations qui sont hyper importantes. Alors imagine dans les mains de ceux qui te font payer 3% de plus de primes chaque année. Si t'es enfermé toute la journée dans un bureau, tu peux te fixer comme challenge de marcher si tu dois par exemple passer un appel téléphonique. Et si tu peux vraiment pas sortir, eh ben je te propose de faire une pause de 5 minutes par heure et de faire quelques exercices de renforcement comme des squats, des fentes ou des étirements. Peu importe la tronche que tireront tes collègues. Eux, ils préfèrent sans doute donner leur argent à leur ostéo, leur physio. Si je peux pas aller courir les week-ends parce que je veux pas être loin trop longtemps de ma famille, on peut tous aller faire une balade. Bien sûr, elle ne durera pas forcément 1h30 ou ça sera pas à l'allure d'un entraînement. Et il y a des bagarres, il y a plein de pauses, mais tous ces petits moments d'exercice mis bout à bout, c'est toujours bon à prendre.
Une autre suggestion, est-ce que tu as déjà essayé de suivre ton enfant qui joue? Je dis toujours que les miens, c'est des jouets détraqués parce qu'on ne peut pas leur enlever les piles. Un enfant, c'est on quand il se réveille et off quand il se couche. Essaye de faire ce que fait ton enfant, c'est un excellent moyen de dépenser des calories et en plus de te rapprocher de lui. Il y a quelque temps, on a commencé un jardin en famille parce qu'on se disait que ça pouvait être une super activité à faire ensemble. Mais avant de ramasser les beaux légumes, il faut retourner quelques mètres cubes de terre bien tassés avec l'herbe bien tenace. Eh ben, je t'assure que mes bras, ils la sentent encore. Peu importe l'activité physique que tu vas faire au final. Si t'aimes la pratiquer, la seule question que tu devras te poser, c'est de savoir à quel moment tu vas caser ces séances d'entraînement ou ces activités. Comment faire pour lutter contre la procrastination? Pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire tout de suite? Ça, c'est typiquement le genre de réflexion que tu entends quand on te parle de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. C'est quoi la première chose que tu imagines quand tu penses à ton prochain entraînement? Je vois 3 réponses à cette question. La première, tu es surexcité. Tu vas refaire du fractionné, tu vas pouvoir voir comment se passent les 2 séries supplémentaires que tu as rajoutées à ton programme. Si je caricature, entre toi et ton entraînement, c'est comme s'il y avait un tunnel et qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher d'y aller et de tout donner. La deuxième réponse, t'es moyennement content parce que tu te dis super, encore un entraînement de 45 minutes à en chier. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, je vois plusieurs signes auxquels il faut que tu fasses attention. Soit tu es en train de te lasser, ce qui veut dire qu'il faut absolument te recentrer sur les raisons profondes pour lesquelles tu t'entraînes. L'autre signe serait que tu n'aimes peut-être pas le type de séance que tu vas faire. Certaines personnes n'aiment pas le fractionner. Si tu veux progresser et courir plus vite, je dirais que tu n'as pas beaucoup d'autres alternatives que de faire les intervalles. Par contre, si tu cours, entre guillemets, juste pour le fun, arrête tout de suite le fractionner. La troisième, t'apprends ton entraînement et tout ce qui s'y rapporte. Pour toi, c'est un calvaire du début à la fin de l'entraînement et tu tires aucun plaisir. Tu dis certainement que tu vas finir par aimer ça étant donné que tous ceux qui t'en parlent le disent. J'entends souvent ce genre de réflexion, surtout avec la course à pied. Pour faire très caricatural, j'ai l'impression d'avoir en face de moi des gens qui ont un portable qui fonctionne sous l'iOS Android et qui se disent qu'il veut passer sous Apple ou vice-versa et qui détestent chaque seconde que dure cet essai. Ma recommandation, si tu es dans cette situation-là, arrête maintenant. Tout n'est pas forcément blanc ou noir. Et il y aura forcément des jours où tu auras moins envie, peut-être à cause de la météo, parce que tu as mal dormi, que tu n'as pas la tête à ça. Ça tombe bien, toutes ces excuses, elles ne résistent pas à un entraînement de sport. En fonction de la durée depuis laquelle tu es sédentaire, avoir la volonté de reprendre une activité physique, c'est déjà quelque chose de génial. Imagine si en plus de la volonté de recommencer, tu dois en plus te forcer à faire une activité que tu détestes. T'es pris entre deux feux. Et il y a forcément des chances que tu abandonnes très rapidement et que tu optes pour le statu quo, c'est-à-dire ton canapé. Prends le temps de tester différentes activités et sélectionne celle qui te procurera le plus de plaisir. Ne te laisse pas influencer par ton entourage. C'est pas parce qu'on te voit en sport comme étant le meilleur que ce sera celui qui te procurera du plaisir. Tu verras qu'une fois que tu l'auras trouvé, cette activité, ce sera nettement plus simple de t'accrocher dans la durée. Une fois que tu as trouvé l'activité qui te convient, le but c'est de faire en sorte que ton cerveau imprime que dorénavant tu vas en faire régulièrement. Comme pour se laver les dents, il faut que ton activité sportive soit quelque chose qui fasse une partie intégrante de ta journée. Une des premières choses que tu fais le matin, c'est par exemple te brosser les dents. T'as pas besoin, en tout cas j'espère, de fournir un effort surhumain pour le faire, et c'est pas le genre d'activité que tu songerais à sauter. Chaque jour où tu auras prévu de faire du sport, prépare ton sac de sport la veille avant d'aller te coucher. Comme ça t'évitera le moment fatal de l'hésitation le matin en te réveillant. Si tu as prévu d'aller courir en te levant tôt le matin, prépare toutes tes affaires et laisse-les devant la porte, comme ça tu n'auras qu'à les enfiler et partir t'entraîner sans réveiller ta famille. Si tu as prévu d'aller courir pendant ta pause de midi, achète un sac de sport suffisamment grand pour être porté sur ton dos, où tu pourras mettre tes affaires de sport et tes affaires de bureau si tu dois les prendre. Si tu vas au travail en courant ou à vélo, pareil, prépare toutes les affaires dont tu auras besoin la veille, afin de ne pas te laisser le choix une fois que tu seras réveillé.
dans le but de ne manquer aucun entraînement, tu peux par exemple commencer une chaîne sur un agenda en papier où tu feras une croix par semaine ou par jour à chaque fois où tu auras fait du sport. Une fois que tu seras habitué, tu pourras toujours arrêter si tu n'en as pas besoin. Un autre moyen de te garder motivé, c'est les réseaux sociaux. Tu peux te dire que tous les matins, tu vas faire une photo de toi après ton entraînement que tu posteras sur les réseaux. Je connais plein de monde qui le font et je dois avouer que des fois je suis envieux de leur détermination. L'argument dont j'aime pas trop user, c'est celui de la récompense après le sport. Quand tu commences, tu peux t'offrir un cadeau après chaque semaine d'entraînement complète par exemple. Un massage, une soirée au cinéma. Mais dans tes récompenses, il faudrait plutôt éviter le fast-food, je le dis aussi pour moi. J'adore ça, mais c'est un peu contre-productif d'aller au McDo direct après ta seule et unique séance de la semaine. Dans chacun des tests dans ta recherche de sport, oublie pas de prendre des notes et de consigner ce qui a fonctionné et qui n'a pas marché du tout. Ça t'évitera de répéter les mêmes schémas. Voilà, on arrive au terme de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras eu autant de plaisir à l'écouter que moi à le préparer et à l'enregistrer. D'ici la publication du prochain épisode, prends bien soin de toi. Allez, ciao! Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez suivre mes aventures sur mon compte Instagram, SuperHugoCH. D'ici là, portez-vous bien, allez à très vite, ciao!